Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. L'image de ce Paléo News, les Paléo News de l'été 2024, c'est évidemment ce trilobite, magnifique trilobite qui fait la couverture de Science, la deuxième plus prestigieuse revue scientifique après Nature. Science qui donc fait sa couverture avec des trilobites, et trilobites qui ne sont pas n'importe lesquels, ce sont des trilobites du Maroc qui ont été découverts et étudiés par une équipe essentiellement de l'université de Poitiers, que l'on félicite du coup pour cette grande découverte qui fait la couverture d'une des plus grandes revues scientifiques au monde. Alors qu'est-ce qu'il y a en somme dans cette découverte, en fait, en quoi consiste cette découverte, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ces trilobites? Eh ben ils ont trouvé des trilobites qui sont superbement bien préservé. Regardez-moi la beauté de ces trilobites. Alors évidemment, c'est du scanner. C'est du scanner à rayon X, hein. Ce sont des images en 3D, parce que les trilobites eux-mêmes sont encore enfermés dans la roche. Donc ils les ont scannés en 3D. Ils sont très très durs à préparer, parce qu'ils sont dans une roche qui est très très fine. C'est de la cendre volcanique, en fait, qui est très très fine et très très dure. Ça forme ce qu'on appelle des schertes. C'est très fortement silicifié, mais comme c'est très très fin et très très dur, bah ça préserve très très bien. Mais il faut scanner parce que c'est quasiment impossible de dégager les fossiles sans les péter. Et quelle découverte ont-ils fait? Bah regardez-moi ça, c'est la beauté, la finesse de ce grain. Regardez là les branchies des trilobites, donc les trilobites comme les crustacés modernes par exemple, ont les branchies qui sont directement attachées aux pattes, et regardez là sur les pattes, on voit bien les impendices qu'on dit biramés, c'est-à-dire à deux branches, une branche qui est la patte, et l'autre branche qui est la branchie. Regardez la patte, la branchie, la patte, la branchie. Ils ont pu observer ça sur absolument toutes les pattes individuellement, la finesse de cette préservation, la beauté de ce fossile, enfin de ces fossiles, parce qu'en plus là on nous en montre qu'un, mais il y en a plusieurs. Parce qu'en réalité, là, cette étude-là, c'est qu'une étude préliminaire. Il y en aura d'autres après ça. Il va y en avoir plein. Là, pour l'instant, ils nous parlent des trilobites, mais qui sait ce qu'ils ont découvert? Parce qu'on est là, on est sur du Cambrien inférieur. On est à peu près à 515 millions d'années dans l'Atlas marocain. Donc, 515 millions d'années, c'est à peu près l'âge de Burgess, hein. Donc là, on est sur une préservation. Regardez la finesse du grain. Là, regardez cette photo qui vous montre la finesse du grain. On est à peu près sur l'âge de Burgess. Donc là, ce qu'ont découvert nos collègues de Poitiers, là, bah, ce sont ni plus ni moins que c'est le futur Burgess africain. Et donc là, regardez la préservation qui vous est montrée. En fait, c'est une préservation en creux, comme vous voyez, avec ici les organes internes qui sont préservés. Regardez, là, c'est le tube digestif qui est préservé, qu'on voit ici sur cette section à rayon. C'est du CT scan, hein, donc c'est une section à travers le CT scan. Le CT scan, c'est des rayons X, hein, tout simplement, c'est du scanner médical. Donc là, on voit toutes les tissus mous qui sont préservés, le squelette qui est préservé en creux, alors squelette carapace, entre guillemets, préservé en creux. Vous voyez, ça préserve très très bien les détails très très fins de l'anatomie de ces trilobites. Donc là, il y a rien d'inventé, quoi. Hein. Il y a rien d'inventé. Regardez, celui-là, il est enroulé sur lui-même. Il est en partie enroulé sur lui-même. Et on voit notamment une partie qui s'appelle le labrum. Donc le labrum, c'est une partie buccale des trilobites qui était très difficile à observer chez les autres spécimens et qui est ici en orange. Et donc c'est un labrum mou qui ressemble beaucoup à celui des limules. Ce qui confirme pas un lien de parenté avec les limules directement, mais ce qui confirme qu'en fait, la morphologie du labrum telle que vous la voyez ici chez les trilobites, c'est la morphologie primitive pour tous les arthropodes, puisqu'on la retrouve à travers à la fois des arthropodes à antennes comme les trilobites, mais aussi chez des arthropodes à chélicères comme les limules, les chélicères n'étant pas des antennes, justement. Et ça vous montre aussi autre chose que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, tous ces animaux fossiles qu'on retrouve, c'était eux-mêmes des écosystèmes, et là, en l'occurrence, regardez, il y a des petits brachios qui sont fixés à sa carapace, des petites coquilles de brachiopodes avec leur petit pédicelle là. Donc le pédicelle, pareil, c'est du tissu mou, et le tissu mou, il est préservé une fois de plus. Donc ces trilobites, c'était non seulement des organismes vivants eux-mêmes avec, vous voyez, leur tube digestif, leur labrum et tout ça, et leurs branchies que je vous ai montré tout à l'heure, mais en plus, c'était eux-mêmes des écosystèmes
qui se promenaient, écosystème qui avait des petits brachiopodes là qui se baladaient sur leur carapace. C'est trop bien, elle est trop bien, c'est magnifique. Donc voilà le futur Burgess africain. J'espère qu'on en reparlera beaucoup parce que honnêtement, une préservation comme ça, rendez compte qu'il il est même pas déformé là. Regardez-le lui là, il est même pas déformé, il est même pas légèrement asymétrique. Il lui manque juste une antenne. C'est tout ce qui manque. C'est de la folie furieuse. Donc c'est une étude préliminaire pour l'instant, hein. C'est juste le début, je pense, d'une grande aventure de ces gisements du début du Cambrien du Maroc. Et j'espère qu'on en réentendra parler, et on refélicite une fois de plus l'équipe de l'université de Poitiers, notamment Abderrazak El Albani, le leader de cette équipe. Je vous mets dans la description une interview de Abderrazak El Albani, et je vous mets, avant quand même qu'on se quitte, cette vidéo, parce que là, regardez ça un petit peu, comment c'est beau là, l'anatomie en 3D de ces trilobites. Parce qu'en 2D ça défonce, mais en 3D, regardez là, la finesse des branchies. Là, on va passer donc dans l'espèce de gouttière médiane de ce trilobite là. Faut vous imaginer que la bouffe là, elle circulait à travers cette gouttière, hop, jusqu'à la bouche ici. Donc en fait, ils se servaient de leurs branchies et de leurs pattes pour ramener la nourriture, hop, jusqu'au tube digestif là-haut. Et ensuite, ça passait dans le tube digestif que vous venez de voir en bleu. Donc ouais, je vous mets des vidéos et des interviews dans la description, histoire que vous en sachiez un peu plus sur cette découverte, parce que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. On continue dans le Paléozoïque, avec cette fois dans Nature, la découverte rapportée de 7 amphibiens géants. Donc il s'agit bel et bien d'un amphibien géant, parce que ici, là, la barre d'échelle fait 5 cm. Donc vous voyez que là quand même le crâne, c'est un beau crâne quoi, c'est quand même un crâne qui devait faire à peu près ça quoi, de presque un demi-mètre de long. Eh bien cet amphibien a été découvert en Namibie et il date du Permien inférieur. Or le Permien inférieur en Namibie, ce sont des dépôts qui sont essentiellement périglaciaires. On est près des pôles au Permien inférieur en Namibie, c'est la même chose en Afrique du Sud d'ailleurs. On est près du pôle, la dérive des continents n'a pas encore amené le sud de l'Afrique suffisamment loin du pôle sud. Et ça, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'on est très très loin d'avoir exploré toute la belle diversité des amphibiens du Paléozoïque. Et les amphibiens du Paléozoïque, je le rappelle, ce sont les cousins et pour certains les ancêtres directs des amniotes. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur ces amphibiens. On a surtout exploré ceux qui venaient des zones tropicales, mais maintenant, cet article nous montre qu'il faudrait peut-être justement passer un peu plus de temps dans les hautes latitudes afin d'avoir une image un peu plus complète de ce qu'était la réelle diversité de ces amphibiens de la fin du Paléozoïque. On reste dans les géants aquatiques, mais cette fois on passe au Mésozoïque avec un Liopleurodon, le premier Liopleurodon français complet. Un squelette complet de Liopleurodon qui a été découvert dans les environs de Thouars. Regardez ce squelette magnifique. Il ne manque que la tête. Alors, le squelette en lui-même fait 3,20 m de long. Il lui manque un petit peu le bout de la queue, il lui manque la tête. Alors, si vous rajoutez la tête, il aurait fait peut-être 1,20 m de plus. Donc on est sur un Liopleurodon qui fait environ 4 mètres, 4 mètres 50 de long au total peut-être. Oui, je sais, on est très très loin, des 25 mètres annoncés dans les documentaires. Magnifique spécimen donc qui a été découvert dans les environs de Thouars. Thouars qui est la localité type du Thouarsien. Hein, donc on est dans le Jurassique. Alors en l'occurrence, il n'a pas été découvert dans le Thouarsien mais dans le Calovien, c'est-à-dire juste au-dessus, dans le Jurassique moyen. Voilà, c'est par là qu'il a été découvert, vous voyez la carte. Et il a été découvert par un couple d'amateurs qui a bien voulu déposer ce fossile dans une institution publique, en l'occurrence le petit musée de la mairie locale. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de déposer ça dans un grand musée parisien, hein, il suffit de déposer ça dans un petit musée local, ça ne mange pas de pain, et ça permet de justement publier la découverte, de la rendre publique, de partager les connaissances, et ça me permet de vous en parler dans Paléo News, parce qu'autrement, j'aurais pas su qu'il était là. Alors, parlons quand même de l'éléphant dans le couloir, à savoir 3,20 m, mais c'est minuscule pour un Liopleurodon.
Est-ce qu'il était réellement adulte, ce Liopleurodon? Bon, bah ici, je vous montre une vertèbre, une de ces vertèbres où on voit qu'en fait la suture neurocentrale, c'est-à-dire la suture entre le centrum ici et l'arc neural, donc, qui s'appelle logiquement la suture neurocentrale, n'est pas complètement fermée. Et ça, généralement, c'est interprété comme étant un indice de juvénilité. Ceci étant dit, les auteurs de la découverte, notamment Peggy Vincent, donc chercheuse française de la Sorbonne à Paris, nous dit que, et ses collègues nous disent que non, même la présence de sutures neurocentrales chez les plésiosaures, c'est pas forcément très indicateur du stade de maturité. Donc, en fait, il est possible que ça ait été, alors, si pas un adulte complet, en tout cas un subadulte. Et puis après, tout dépend s'ils étaient à sang chaud ou à sang froid. S'ils étaient à sang chaud, ils devaient avoir une croissance finie, donc ça veut dire qu'il n'aurait pas grandi beaucoup plus que ça. Si les plésiosaures étaient à sang froid, alors ils avaient possiblement, comme les crocodiles, la capacité de grandir tout au long de leur vie et pouvaient atteindre de fait des tailles beaucoup plus grandes. Donc en ce moment, le consensus est quand même plutôt pour considérer ces animaux comme étant à sang chaud, donc à croissance plutôt finie. Mais ça, le futur nous dira si on avait raison ou pas. On reste dans les géants du Mésozoïque avec les ventes annoncées de 2 squelettes de dinosaures. Donc ce squelette ici d'un apatosaure qui est pour l'instant exposé dans les Yvelines, et ce squelette-ci de stégosaure qui sera vendu à New York par Sotheby's. Donc ce sont des squelettes qui vont être vendus aux enchères très bientôt. Et je tenais à en parler parce que à chaque fois qu'un dinosaure est vendu plusieurs millions de dollars aux enchères, ou d'euros, ou de n'importe quoi, c'est un peu de paléontologie qui meurt. Parce qu'une question qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que les instituts, les musées, en fait, n'achètent pas ces squelettes pour essayer de les, entre guillemets, sauver. C'est tout simplement parce que les instituts de recherche et d'éducation, comme les musées et les universités, ils ont vraiment d'autres choses à foutre avec leur budget. Ils ont un devoir d'éducation, ils ont un devoir de former des étudiants notamment, ils ont un devoir de produire de la connaissance et notamment de la recherche, et tout ça, c'est pas gratos. Et ils ont vraiment d'autres choses à foutre et de bien meilleures choses à foutre de leur budget. Je suis désolé, je deviens un peu émotif, mais ils ont vraiment bien meilleures choses à faire de leur budget que d'acheter des spécimens soi-disant complets. Je dis bien soi-disant complets parce qu'on sait jamais si c'est des composites ou pas, à l'origine douteuse et de fait à la valeur scientifique plus que discutable. Faut pas croire à chaque fois ce que les commissaires-priseurs disent pour arriver à vendre leurs fossiles aux enchères comme ça. Faut pas se laisser avoir par les belles déclarations. Chaque vente de ces fossiles est une balle qu'on tire dans le corps déjà mourant de la recherche. Vous imaginez bien que s'il y a des millions d'euros à se faire sur la vente de fossiles, les gens qui sont propriétaires des terrains où on peut faire des fouilles vont se dire attendez là, je peux faire des millions avec ce que j'ai chez moi, je vais pas laisser les gens fouiller gratuitement. C'est des idées qu'on implante dans la tête des gens qui sont propriétaires de terrains où il y a du patrimoine paléontologique. Et d'un seul coup, ce patrimoine n'est plus un patrimoine, mais devient simplement un bien pécunier, un investissement. Donc oui, à chaque fois que des squelettes comme ça sont vendus aux enchères pour des millions d'euros ou de dollars, c'est un petit peu de recherche qui meurt. Et ça, je trouve important de le rappeler, surtout face à des médias qui sont beaucoup trop complaisants devant ce genre de choses. Et pour répondre finalement à la question pourquoi les instituts de recherche n'achètent pas, pourquoi les musées n'achètent pas ces spécimens, tout simplement parce qu'ils se tireraient une balle dans le pied. C'est se tirer une balle dans le pied que d'acquérir des spécimens comme ça. Scientifiquement, on en tirera très très peu de choses. On amènera peut-être un petit peu de public pendant 15 jours, et puis après, comme pour tout le reste, le public se lassera. Et puis, on aura déversé des millions d'euros dans le pillage. Et on aura déversé des millions d'euros dans une industrie qui sabote notre capacité à pouvoir faire du terrain. Donc, non. Non, juste non. Les musées et les universités n'ont pas vocation à acheter ce genre de spécimens.
Sans transition, nous passons maintenant aux mammifères avec Smilodon, une série d'études qui ont été publiées à propos de Smilodon, notamment dans la revue The Anatomical Record. La première est une étude essentiellement nord-américaine sur la puissance des mâchoires de Smilodon. Quelle était la puissance réelle des mâchoires de Smilodon, avec une petite innovation ici comparée aux précédentes études, c'est que ils ont simulé la puissance des mâchoires de Smilodon en prenant en compte l'extrême ouverture de la mâchoire que pouvait accomplir cet animal. Alors, calculer la puissance de morsure d'un animal, c'est pas forcément hyper compliqué. Bon, ça implique quand même des équations pas piquer des hannetons, mais c'est pas spécialement compliqué. Mais la question, c'est surtout, il y a plusieurs façons de faire, quoi, en fait. La première façon de faire, qui est la plus simple entre guillemets, c'est l'extrapolation. C'est-à-dire que si vous voulez exprimer, par exemple, estimer la puissance de la mâchoire d'un tyrannosaure, vous pouvez par exemple mettre un truc qui mesure la pression dans la mâchoire d'un crocodile, le crocodile mord, et puis après vous mesurez donc la puissance de la morsure, vous mesurez la taille de la tête du crocodile, vous regardez combien de fois il faut multiplier la taille de la tête d'un crocodile pour atteindre la taille de la tête d'un T-Rex, et puis vous multipliez la puissance de la morsure par ce qu'il faut pour atteindre la taille de la tête du T-Rex. Et ça, c'est généralement ce qui est fait, c'est généralement ce qu'on vous montre dans les documentaires. Ça marche relativement bien. Il y a une autre façon de faire, donc là, pour un Smilodon, on pourrait faire ça avec un lion, par exemple, et puis ensuite, il suffit d'extrapoler la taille de la tête du lion pour atteindre la taille de la tête d'un Smilodon. La deuxième façon de faire, c'est de regarder quel genre de dégâts la morsure d'un animal pouvait faire sur les ossements de ses contemporains, et ensuite de resimuler ça en laboratoire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on regarde qu'est-ce que le Smilodon était capable de mordre. Donc on regarde les ossements fossilisés d'animaux contemporains de Smilodon. Et si vous trouvez une dent de Smilodon plantée dans un os, ça veut dire que la dent de Smilodon était capable de perforer cet os, et ça veut dire que la morsure de Smilodon était suffisamment puissante pour perforer cet os. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un os moderne, vous prenez une presse hydraulique et vous mettez un truc en forme de dent de Smilodon que vous pressez contre l'os jusqu'à obtenir exactement les mêmes types de dégâts que ce que vous observez dans le registre fossile. Et la presse hydraulique, vous avez un contrôle absolu sur sa puissance, donc vous pouvez exactement savoir quelle pression vous avez mis dans cette presse hydraulique. Donc ça vous donne la morsure de Smilodon. Donc il y a aussi la façon qui a été utilisée dans cet article-là, la troisième façon d'estimer la morsure d'un animal, c'est de resimuler ses muscles, en fait. Donc vous avez les insertions musculaires, ici le muscle temporal, ici le muscle masséter en rouge, avec les points d'insertion correspondant sur la mandibule, à savoir le muscle temporal sur le processus coronoïde ici en bleu, et le muscle masséter sur l'angle de la mâchoire ici en rouge. Donc il faut simuler les points d'insertion de ces muscles, les reconstituer. Alors sachant qu'en plus ici, vu qu'on a affaire à un mammifère, on néglige le muscle ptérygoïde qui est à l'intérieur de la mâchoire normalement, mais il y a aussi le muscle ptérygoïde normalement. Mais chez les mammifères, le muscle ptérygoïde est généralement tellement petit qu'on le néglige. Mais bref, on va faire du coup une reconstitution des muscles, et à partir de cette reconstitution des muscles, on va estimer alors soit la masse de muscle, soit l'épaisseur de la section du muscle, puisque la puissance d'un muscle est directement proportionnelle à sa section. En tout cas, pour un muscle masticateur, ça marche comme ça. Et grâce à ça, on va estimer la puissance du muscle chez Smilodon. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici, on reconstitue les points d'insertion musculaire, donc eux ils ont opté pour la méthode numéro 3, et ça leur donne des estimations qui font de Smilodon en fait un animal qui était capable de produire des pressions qui sont tout à fait comparables à celles des lions, enfin du genre Panthera moderne, à savoir les lions et les tigres par exemple. Donc on est sur une pression au niveau du sommet de la canine, on est sur des pressions qui atteignent les 1200-1300 newtons, et au niveau de la carnassière, c'est-à-dire au niveau des molaires là, à l'arrière de la mâchoire. Donc si vous avez déjà vu un lion se nourrir, il se nourrit pas avec les incisives, le lion il se nourrit avec le côté de la mâchoire comme ça.
Donc vous pouvez aller voir des vidéos, hein, vous verrez que les lions, quand ils mordent, généralement ils mordent avec les molaires, c'est la carnassière justement. Et là on est à quasiment 5000 newtons. Donc Smilodon fatalis, il était quand même capable de produire des morsures qui n'étaient pas capables de broyer les os, mais qui étaient capables de sérieusement endommager des os. Et y compris au niveau des canines, de ces longues canines. Quand on dépasse le millier de newtons, on est sur une morsure qui est capable d'endommager de l'os, de sérieusement endommager de l'os. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on a tendance à croire à propos des Smilodons, qui est que leurs canines devaient se péter au moindre contact avec quoi que ce soit. Là, on est face à une canine qui est quand même capable de produire du dégât, qui est quand même capable de faire du dégât. Et ça, c'est très cohérent avec ce dont on avait parlé dans un précédent Paléo News. Hein. On avait remarqué que beaucoup de crânes de Smilodons portaient des dégâts qui avaient été faits par d'autres Smilodons, notamment des dégâts faits par les canines. C'est-à-dire que les Smilodons, entre eux, se mordaient les uns les autres, probablement des combats rituels pendant la période de reproduction. Et donc ils étaient capables de s'endommager mutuellement le crâne à l'aide de leurs canines. Donc ça veut quand même dire que la canine, elle était pas si fragile que ça au final. Et dans cet article, il suggère même, dans ce paragraphe-là, qu'il était capable de s'en prendre même aux os. Et justement, à propos de la délicatesse des canines de Smilodon, c'est un autre article qui a été publié et qui simule en fait par analyse en éléments finis la fragilité supposée de ces canines de Smilodon, et notamment une simulation de la fragilité supposée de ces canines au travers de son ontogénie, c'est-à-dire de sa croissance. Donc depuis les plus petits Smilodons jusqu'à l'adulte avec sa très très longue canine recourbée, eh bien c'est une seule personne, il n'y a qu'un seul auteur, donc il a simulé les possibles stress qu'on pouvait rencontrer au niveau de la canine chez Smilodon. Alors vous voyez que c'est très stressé quand il est juvénile ici, mais après une fois que ça grandit, au final le stress s'évapore assez vite. Et vous voyez, ces zones en rouge disparaissent assez rapidement. La canine était capable d'encaisser, et de bien encaisser en l'occurrence. Alors, évidemment, quand il est très jeune, de toute façon il est nourri par ses parents, il y avait du soin parental, il n'y a pas trop de risque pour la canine quand il est juvénile, quoi. C'est les parents qui chassaient pour lui. Mais ici, arrivé à l'adolescence, vous voyez qu'il y a encore un petit peu de rouge, ici, et donc il y a encore un petit peu de risque que la canine se casse. Et de fait, eh bien, ils font l'hypothèse que peut-être à l'adolescence, en fait, les Smilodons, au lieu d'avoir une seule canine, ils en avaient deux. Et comment est-ce qu'ils auraient fait ça, les Smilodons ? Eh bien, ils auraient eu une double paire de canines, une paire de canines qui est la paire de canines de quand ils étaient juvéniles, hein, c'est-à-dire les canines de dents de lait, et par-dessus ça, les canines adultes qui étaient déjà bien sorties à l'adolescence. Donc celles sur lesquelles justement ces simulations ont été faites, ces analyses en éléments finis ont été faites. Donc là, en ayant une double paire de canines, vous avez finalement deux colonnes posées l'une contre l'autre qui augmentent la résistance, notamment aux torsions, hein, puisque là c'est vraiment de la torsion, hein, vous voyez, ici, c'est ce qu'on voit bien ici, là, sur cette vue de la canine. Là c'est la vue linguale, vue depuis le point de vue de la langue, mais ici, vue depuis l'avant de la canine. Vous voyez qu'il y a une torsion ici qui devait s'effectuer à ce niveau-là. Donc pour résister à cette torsion, quoi de mieux que d'avoir une autre canine, en l'occurrence la canine de lait, qui occupe l'espace et qui empêche cette torsion d'avoir lieu. Et ça se voit dans le registre fossile des Smilodons, parce qu'il y a plus de la moitié des juvéniles, en fait, qui ont ce qu'on appelle une rétention de la canine de lait. Bon, ça s'explique tout seul, hein. Cette rétention de la canine de lait, en fait, qui s'exprime chez plus de la moitié des adolescents Smilodons qu'on a retrouvés dans le registre fossile, c'était certainement le symptôme, en fait, de cette diminution de la force de torsion au niveau de la canine. Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous montre, là c'est vraiment la biologie de Smilodon reconstituée à partir de ce que la technologie d'une part, mais aussi de ce que le registre fossile d'autre part, sont capables de produire de mieux. Et enfin vous avez cette troisième étude à propos des animaux à dents de sabre sud-américains, donc qui à la base
étaient des proches parents des marsupiaux qu'on appelle Thylacosmilus. Thylacosmilus, alors qui est souvent présenté, y compris par moi-même, comme un marsupial qui ressemblait à un tigre à dents de sabre. C'est pas vraiment un marsupial, c'est un métatérien, mais bon, c'est quand même un proche parent des marsupiaux. Et donc ce Thylacosmilus occupait l'Amérique du Sud jusqu'à il y a 2 millions d'années, quand la formation de l'isthme de Panama a permis à Smilodon d'entrer en Amérique du Sud et de rentrer directement en concurrence de fait avec Thylacosmilus. Justement, cet article remet en question la possibilité de concurrence entre Thylacosmilus et Smilodon en nous disant qu'en fait, quand on regarde les données notamment paléoécologiques qui accompagnent à la fois d'un côté Thylacosmilus et de l'autre côté Smilodon, on constate que Thylacosmilus et Smilodon vivaient pas du tout, mais alors pas du tout dans le même environnement. Donc en fait, ce que nous dit cet article, en somme, c'est que la raison pour laquelle Thylacosmilus s'est éteint au moment où Smilodon est arrivé, ce qui nous est rappelé ici par ce petit diagramme où on voit le temps qui s'écoule de 4 millions d'années au présent, donc le temps s'écoule du haut en bas, et donc quand on a Thylacosmilus en Amérique du Sud, et quand Smilodon arrive, là vous voyez à ce moment-là, à 2 millions et demi d'années, Thylacosmilus, lui, il s'éteint. Donc Thylacosmilus s'arrête quand Smilodon arrive, et effectivement, étant donné la ressemblance des deux due à leur dents de sabre, on aurait pu croire que c'était dû à une concurrence directe, mais en fait non. C'est pas Smilodon lui-même qui provoque l'extinction de Thylacosmilus, c'est le changement d'environnement qui arrive en même temps que Smilodon qui provoque l'extinction de Thylacosmilus, changement d'environnement qui a probablement tout à voir avec la formation de l'isthme de Panama. D'une part parce que l'isthme de Panama va bloquer les courants océaniques qui allaient de l'Atlantique au Pacifique, donc il y a tout un changement climatique qui a lieu à la formation de cet isthme Panama qui est lié à la disparition de ce courant océanique, mais en plus, l'isthme de Panama est lui-même une conséquence directe de la formation d'une nouvelle chaîne de montagnes qui s'appelle les Andes. Et la formation de cette nouvelle chaîne de montagnes des Andes, elle a affecté toute l'Amérique du Sud de façon très significative. Donc elle affecte toute la géographie de l'Amérique du Sud, à savoir que le bassin de l'Amazonie bascule complètement. Et puis, Smilodon, dans cette histoire, ce serait juste une conséquence secondaire. Voilà. L'arrivée de Smilodon en Amérique du Sud, au final, ce serait presque un effet secondaire très très marginal dans l'histoire de la disparition de Thylacosmilus. Donc cet article-là, je trouve qu'il est très intéressant, parce qu'il fait se questionner justement sur les espèces invasives, et ça fait se questionner par exemple sur Homo sapiens lui-même. Homo sapiens, on constate que la mégafaune disparaît à chaque fois qu'il arrive sur un continent, mais la raison pour laquelle Homo sapiens généralement arrive sur un continent, c'est parce qu'il y a eu un changement climatique qui a permis la formation d'un pont continental. Donc à chaque fois on se pose la question en fait de est-ce que c'est le changement climatique ou est-ce que c'est Homo sapiens qui a provoqué la disparition de la mégafaune en Amérique ou en Australie par exemple. Donc vous voyez, là c'est exactement le même débat. C'est exactement le même débat, mais appliqué à Smilodon, et je trouve ça très très tout à fait fascinant. Mammifères toujours, avec cette étude publiée dans Cell à propos du mammouth. Mammouth dont on aurait découvert, d'après cette étude, des chromosomes préservés complètement dans un morceau de tissu, alors en l'occurrence de la peau qui se serait finalement gelée, mais gelée à sec. Et pourquoi c'est important cette histoire de gelure à sec ? C'est parce que en fait ce qui détruit les chromosomes normalement, c'est les cristaux de glace. Donc les cristaux de glace se formant à l'intérieur des cellules font éclater la cellule et broient le matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Donc quand vous voyez des mammouths qui sont préservés dans la glace, en fait ces mammouths ils sont pas si bien préservés que ça dans la glace, ils sont en réalité complètement broyés de l'intérieur par la glace elle-même. Cette gelure à sec ici aurait permis la préservation du contenu de la cellule, et comme il n'y a pas broyage du contenu de la cellule, ça permet de préserver des chromosomes à l'intérieur de la cellule. Ça relance évidemment le sempiternel rengaine des médias sur quand est-ce qu'on va ressusciter le mammouth. La réponse elle est toujours la même, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, et c'est probablement impossible.
C'est très 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 probablement impossible, mais pour ça je vous renvoie à une autre vidéo qu'on avait fait où on parlait justement de la résurrection et à quel point c'est juste pas possible la résurrection des espèces éteintes. En tout cas pas des espèces éteintes depuis aussi longtemps que les mammouths. Et la raison pour laquelle je vous dis ça est la même que pour laquelle je fais défiler en ce moment l'article devant vous à grande vitesse. À savoir que je vous laisse chercher la photo des chromosomes en question. Bah oui, parce qu'on vous vend ici, enfin la presse, pas l'article lui-même, mais la presse vous vend, on a découvert un chromosome entier, enfin des chromosomes entiers de mammouth, waouh, c'est trop bien, on va pouvoir ressusciter les mammouths. Je vous laisse chercher dans cet article où est la photo de ces chromosomes en question. Il est où le cariotype ? Il est où ? Bah il y en a pas, parce que ce que les scientifiques, ce que les paléogénéticiens appellent un chromosome entier et ce que la presse essaye de vous faire croire qu'un chromosome entier devrait ressembler, c'est pas du tout la même chose. Donc non, il n'y a pas de chromosome entier en 3D, c'est juste que oui, ils ont réussi à reconstituer la géométrie 3D des chromosomes à partir d'une préservation exceptionnelle au niveau moléculaire, certes, mais ils ont juste réussi à reconstituer la morphologie 3D des chromosomes, mais il n'y a pas de chromosomes en 3D, il y a pas les petits X là comme vous voyez sur les cariotypes qui se baladent comme ça dans la cellule en mode ouais, regardez comment on est trop bien préservé. Non, c'est pas ça. Ça a rien à voir. Donc c'est encore du survendu et ça devient fatigant. Ça devient fatigant parce qu'avec les mammouths, ça devient hyper cliché à chaque fois. On peut plus parler de mammouths sans parler résurrection des mammouths. C'est devenu quasiment impossible, c'est devenu un cliché de communication scientifique. Mais je veux dire, depuis 2005, tous les 5 ans, il y a un mec qui dit dans 5 ans on ressuscite les mammouths. C'est juste des coups de pub, il y a aucune science derrière. Il y a zéro science derrière ça. C'est que de la com. Et quand il y a de la science, c'est de la science comme ça, où on vous recolle les pieds sur terre à grands coups de tatane, voilà, c'est de la biologie moléculaire, quoi, ça c'est dur à lire, ça fait mal à la tête, et il y a que si vous êtes biologiste moléculaire que vous pouvez comprendre ce qui se raconte. On est à des millions d'années-lumière, et il y a de la taphonomie aussi, il y a de la taphonomie, on est à des millions d'années-lumière de gens qui parleraient de vaguement même ressusciter les mammouths. Et pour terminer avec les mammifères non homininés, puisqu'après on aura une petite section homininés, une nouvelle publiée dans Nature Communication où en fait les chercheurs se sont interrogés sur la lactation et pourquoi est-ce que les mammifères mâles n'allaitent pas aussi leurs petits. Parce qu'après tout, les mammifères mâles sont capables d'avoir des tétons et des glandes mammaires. Les Homo sapiens, c'est un parfait exemple où les mâles conservent les tétons. Alors on n'a pas les glandes mammaires. Ceci dit, il y a des défauts de développement durant lesquels certains Homo sapiens mâles peuvent posséder des glandes mammaires. Donc c'est pas complètement impossible. Il y a des espèces de chauves-souris où les mâles sont aussi capables de produire du lait. Donc ça arrive. C'est possible, du moins ça fait partie de notre matériel génétique en tant que mammifère d'être capable en tant que mâle de produire du lait. C'est juste qu'on ne l'exprime pas, mais ça existe. Le matériel génétique existe. La question étant pourquoi ? Parce que c'est vachement contre-intuitif au final. Les mâles qui allaiteraient leurs petits augmenteraient significativement les chances de survie de leurs petits. Ce petit aurait plus de descendants et de fait, la mutation permettant aux mâles d'allaiter les bébés se propagerait très rapidement dans une population d'une espèce donnée, elle serait très avantageuse, elle serait très fortement favorisée par la sélection naturelle. La question devient donc, pourquoi c'est pas le cas ? Pourquoi ça n'est jamais arrivé chez les mammifères ? Bon, la réponse jusqu'à présent, c'était une question en fait de sélection sexuelle, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les mâles qui ont surtout intérêt à produire beaucoup de descendants, et d'un autre côté, vous avez les femelles qui, chez les mammifères, investissent énormément d'énergie dans la production des bébés. Et c'était ça qui servait à expliquer pourquoi les mâles n'allaitaient pas et les femelles, elles, par contre, allaitaient chez les mammifères. Bon, là, on nous propose une nouvelle explication qui n'exclut pas ce que je viens de vous dire, mais qui se rajoute à ce que je viens de vous dire, à savoir qu'en fait, il y a la question du microbiome, la question des bactéries intestinales, notamment, qui sont transmises par la mère, et qui, si les mâles allaitaient aussi, seraient aussi transmises par le père. Et en l'occurrence, grâce à des simulations et à quelques études de terrain pour les valider,
eh bien, ils ont pu déterminer qu'en fait, si les mâles allaitaient les petits, ça augmenterait assez significativement, semble-t-il, la possibilité d'infection par des bactéries délétères. Donc en fait, avoir la femelle comme étant le seul et unique parent qui allaite, ce serait un bon compromis en fait entre la croissance du petit et les risques de contamination par des bactéries délétères. Et pour conclure avec les mammifères, on termine avec les hominini, la lignée humaine. Un nouvel article sur Sahelanthropus, une fois de plus une étude du fémur supposé de Sahelanthropus qui est pour l'instant in press mais va sortir bientôt dans Journal of Human Evolution. Alors, c'est pas pour vous expliquer exactement le contenu de cet article, puisque c'est une réponse déjà à un article que j'avais traité avant. Donc c'est des arguments qui reprennent un par un les arguments d'un article que j'avais traité avant pour dire que c'est pas forcément le cas que chez les homininés, c'est aussi le cas chez d'autres primates. Donc l'idée étant que tous les arguments qui servent à dire que Sahelanthropus était bipède dans l'autre article sont ici repris pour dire non, on retrouve ça aussi chez des primates quadrupèdes. Donc ça c'est le contenu de cet article, mais c'est juste pour vous rappeler qu'en fait dans le débat sur la bipédie de Sahelanthropus, il y a d'une part le fait que vous avez ce fémur qui est pas forcément un fémur facilement attribuable à Sahelanthropus. La preuve, c'est que pendant très longtemps, il n'a pas été attribué à Sahelanthropus. Et de l'autre côté, vous avez en plus le fait que ce fémur, il est pas génialement bien préservé et que vous avez globalement deux équipes qui se tirent la bourre pour savoir, l'une disant que ce fémur est un fémur de bipède et l'autre équipe disant que ce fémur est un fémur de quadrupède. Probablement ce fémur n'est pas suffisamment bien préservé pour pouvoir décider de manière franche et objective s'il appartenait à un bipède ou à un quadrupède. Mais de toute façon, ce que je voulais surtout vous rappeler, c'est que contrairement à à ce que la totalité du monde essaye de vous faire croire, la bipédie, c'est certes un des caractères typiques de la lignée humaine, mais c'est loin d'être le seul. C'est loin d'être le seul. Il y a plein d'autres caractères, notamment sur la morphologie des canines, par exemple, sur le prognatisme, sur la position de certaines structures du crâne, qu'on voit très bien chez Sahelanthropus, et qui font aussi de Sahelanthropus un hominini, un représentant de la lignée humaine. Donc oui, je vais pas empêcher les gens de débattre sur est-ce que Sahelanthropus était bipède ou non. Au contraire, c'est très intéressant puisque Sahelanthropus vivait dans un milieu boisé, il ne vivait pas dans un milieu de savane. Donc s'il était bipède, il était bipède arboricole. Ça voudrait dire que la bipédie a précédé la vie dans la savane et que donc la bipédie serait en quelque sorte une exaptation, si vous connaissez le terme, ou une préadaptation à la vie dans la savane. Donc c'est très intéressant de savoir s'il était bipède ou non, mais démontrer que Sahelanthropus n'est pas bipède n'en revient pas à démontrer que Sahelanthropus n'est pas un ancêtre des humains. Ça ne change rien, bipède ou non. La raison pour laquelle je présente cet article, c'est juste pour remettre ça au clair. C'est que d'une part, il y a un fémur, il est pas ouf, et la preuve c'est qu'il y a deux équipes qui sont pas capables de se mettre d'accord sur est-ce que c'est bipède ou pas, et d'un autre côté, Sahelanthropus, bipède ou pas, ça reste un hominini. Les analyses phylogénétiques sont formelles. Toutes les analyses phylogénétiques qui ont inclus Sahelanthropus le retrouvent comme appartenant à la lignée humaine. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.